Je me suis retrouvée tétraplégique incomplète suite à un accident de la route où j'étais passagère d'un véhicule. Tétraplégique incomplète, c'est-à-dire qu'il y a eu une triple fracture cervicale avec lésion de la moelle épinière, ce qui a entraîné une paralysie au niveau des épaules, tout ce qui se passe en dessous, donc qui était complète au démarrage, c'est-à-dire que j'étais vraiment complètement paralysée, aucune sensibilité, plus aucune fonction normale. Et puis il y a eu un peu de récupération, ce qui fait que j'ai décidé de retrouver un lieu et de faire les aménagements nécessaires pour pouvoir vivre seule. Donc voilà, on descend de ma chambre et direction la terrasse de Multile 2. Ça c'est pratique. On a une piscine. Je me souviens très bien, le médecin cadre ou médecin rééducateur est venu me voir et il m'a simplement dit « Mademoiselle Royon, à partir d'aujourd'hui, il va falloir vous rendre compte que la vie va être différente. » Parce qu'effectivement, je n'avais pas compris tout ce qui m'arrivait. J'étais dans une espèce de joie d'être encore en vie, mais sans comprendre vraiment dans quel état physique je me trouvais. Donc à partir de là, ça m'a fait réfléchir et voilà, je me suis rendu compte que je ne sentais plus mon corps, je me suis rendu compte que je n'étais plus qu'une tête et un mouvement d'épaule. Et voilà, donc ça voulait dire beaucoup de choses, c'est-à-dire que ça avait des conséquences vraiment énormes sur ma vie future. Vie future qui, au démarrage, était un petit peu compliquée à envisager, justement. Alors tu te laisses rentrer, hein. Attends, je vais la prendre. Non, non, tu vas la prendre comme ça. Vas-y, viens. Viens, viens. Pousse ça, biquette. Une biquette dans l'écurie, elle va partir. Tu rentres. Hop là. Allez, sors, toi. Hop là. J'ai commencé à monter à cheval à 5 ans. Et puis, bon, j'ai eu mon problème à partir de l'âge de 8 ans et demi. Une dégénérescence rétinienne. Donc c'est une maladie génétique, mais qui s'est déclarée qu'à l'âge de 9 ans. Et qui doit faire partie des nouveaux gènes, parce que mes parents et dans mes antécédents familiaux, il n'y a aucun cas. Donc voilà, c'était le facteur pas de chance. Et donc c'est une maladie dégénérative, donc on ne connaît pas l'évolution, c'est juste que ça évolue. Voilà, donc ça baisse petit à petit, c'est pas linéaire, c'est... Par exemple, je voyais 10-10 et du jour au lendemain, enfin quelques mois après, ça a chuté à 2 dixièmes. Et là, 20 ans après mon problème, je dois être à moins d'un vingtième. Est-ce que ça représente quoi de voir... Alors, c'est difficile pour moi parce que comme j'ai vu, du coup, j'ai une bonne représentation des choses. Donc, pour se déplacer, tout ça, ça ne me pose pas de soucis, à part tout ce qui est... escaliers, alors surtout en descente, je les vois pas. Je vois pas trop en relief. Et puis tout ce qui est visage, je les vois pas. Et en fait, le problème des rétinites aussi, c'est qu'on a des trous dans le champ de vision. Donc à un moment donné, je vais être comme ça, je vais marcher, je vais pas voir quelque chose et je vais tourner la tête de 1 degré et ça va être dans mon champ où je vois. Et là, je vais m'apercevoir que y avait une personne ou un poteau devant moi. Donc, suffit que ça tombe dans mon champ de vision où j'y vois pas, c'est pas bon. Papa, il va venir te chercher chez Tata. Et après, vous venez manger. Et après, vous irez au panier. Si on mange deux. Ok. D'accord. Donc le 1er septembre 1994, j'ai percuté une voiture de face. Sur le lieu de l'accident, on m'a plongé dans le coma puisque j'étais conscient. Le moteur de la voiture m'est remonté sur les jambes. Donc les interventions se sont enchaînées. Et le verdict a été irrévocable 15 jours après l'accident. On a dû m'amputer la jambe. Donc derrière ça, il faut se reconstruire. Il faut s'accepter, se reconstruire. Et le soutien familial, ou en tout cas l'entourage familial, mon épouse, mes enfants qui sont arrivés ensuite m'ont aidé aussi à avancer. Et puis l'équitation, j'ai repris l'équitation. Donc là, je me suis retrouvé, je dirais, dans ma passion avant mon accident.
Et puis aujourd'hui, j'arrive où j'en suis. La partie psychologique, ça a été la partie la plus importante et probablement la plus difficile à gérer. C'est-à-dire qu'on voit que ce qu'on ne peut plus faire. C'est-à-dire qu'on est focalisé sur nos incapacités. Donc là, psychologiquement, c'est un petit peu compliqué. Après, pour sortir de cette phase-là, il m'a fallu justement faire le deuil de mon passé. C'est-à-dire oublier tout ce que je pouvais faire avant, parce que c'est douloureux de voir qu'on ne peut plus faire ce qu'on faisait avant. Oublier tout ça et repartir de zéro et voir ce qui peut être possible. Alors, dans mon cas, par exemple, un exemple un petit peu bête, c'est simplement bouger un orteil. Rebouger un orteil, pour moi, ça a été une révélation. Et en fait, toute ma vie s'est construite de cette manière. C'est-à-dire à partir du moment où j'avais fait le deuil de tout ce que je pouvais récupérer, chaque petit plus, c'était un cadeau de la vie. Mon cheval m'a permis de me reconstruire et physiquement et psychologiquement. À chaque fois que je le voyais, il y avait un petit plus derrière. Et les kinés le mesuraient. Enfin, les sorties thérapeutiques du samedi dimanche, quand je revenais en rééducation le lundi, ils étaient étonnés parce qu'il y avait toujours un petit quelque chose. Et preuve en est, la première fois où, contre avis médical, j'ai décidé avec des amis de me refaire poser parce qu'il n'y a pas d'autre terme, mais poser sur mon cheval, avec 2 personnes de chaque côté pour éviter que je tombe, eh bien, voilà, j'ai été à cheval avant d'être debout dans les barres de rééducation en kiné. Donc, clairement, c'est lui qui m'a remis debout. Bah écoute, ma vie avant l'accident, c'était, je dirais, une carrière de jockey d'obstacles professionnel qui se dessinait correctement. Et le jour, effectivement, où j'ai levé le drap et que j'ai vu qu'il me manquait une jambe, c'est tout ce que j'avais construit depuis mon adolescence qui s'est effondré. Et là, c'est un vrai choc psychologique. Et on passe par plusieurs phases, hein. La phase de se détester, la phase de on n'est plus rien, qu'est-ce que je vais devenir. Et bon voilà, je dirais que ça c'est le choc comme on appelle, hein, un choc psychologique. Et derrière, je dirais il n'y a que ton mental qui fera que tu reviendras comme tout à chacun et sans différence. Il ne faut pas s'apitoyer sur soi-même, on ne s'apitoie pas sur son sort. Et puis on avance, et puis on est bien avec la prothèse, et puis on est bien aussi sans prothèse. Donc voilà, aujourd'hui je suis capable d'aller faire du ski, je suis capable de faire du vélo sans prothèse. Voilà, je monte à cheval sans prothèse, j'ai monté à cheval avec prothèse. Voilà, on s'adapte. Samedi quand tu arrives aujourd'hui. On l'a fait vivre comme un enfant normal, pas de barrière, à venir faire du vélo avec nous. Le cheval, tu vas faire du poney, on va t'en acheter un, comme ça au moins tu verras. On a voulu vivre normalement. On ne voulait pas qu'on nous mette dans un carcan de dire faites pas ça, faites pas ça. Non, on faisait tout comme les autres enfants. On s'est adapté comme ça. Bon, c'est vrai que toute l'année de mon collège, mon lycée, j'y voyais quand même un peu mieux, donc j'avais encore moins de... J'étais même, je pense, un petit peu inconsciente. Mes copines ils me disaient on allait en balade, j'y allais, je suivais, baisse-toi, il y a une branche, voilà, enfin c'était à fond les ballons. C'est arrivé à la 6e où quand il a fallu aller au collège et on m'a mis dans une école spécialisée parce qu'aucun collège du Havre voulait m'intégrer. Là, je me suis pris une claque. Et là, ça a été dur, j'ai fait une dépression. Donc le directeur de l'école et mes parents ont décidé de me retirer du milieu scolaire pendant un certain temps. Et puis après, il fallait quand même qu'on y retourne et qu'on trouve une solution. Donc là, après, je suis allée à Caen,
où en fait il y a un collège qui intègre les mâles et non-voyants. Et là, ça s'est super bien passé. J'ai pas eu de soucis dans ma scolarité. Le cheval l'a sauvé aussi. Je crois que ça a été sa bouée de sauvetage. Je crois que c'est ça qu'il l'a dit. Bon, je suis malvoyante, mais j'ai un poney, je m'en occupais, tout ça. Puis voilà, donc elle a fait sa petite sortie chemin de vie. Après, elle a rencontré Antonio, ils ont pris un appartement. Puis voilà, ça fait 9 ans qu'ils sont ensemble. Ils se sont mariés l'année dernière. Hein. Avec Antonio, on se connaît depuis 2002. Et en fait, on s'est rencontrés tout simplement à notre école de kiné. C'est sûr que dans la vie quotidienne, étant tous les deux malvoyants, il faut qu'on soit super maniaque, on va dire. J'ai déjà sorti. T'as sorti des petits cuirs ? Non. Faut qu'on... les repères, c'est super important, donc il faut que chaque chose a sa place et qu'elle y reste. Mais il ne faut pas que ce soit déplacé, sinon effectivement après on ne se retrouve pas, on fait tout de manière un peu automatique. Parce que moins on cherche à voir et moins on se fatigue. Donc c'est vrai que tout est bien placé, toujours au même endroit. Et quand on déplace, on prévient l'autre. Après mon accident, trouver un emploi, c'est dans un premier temps une question que je ne me suis pas posée. Pour moi, c'était limite impossible d'imaginer 3 secondes pouvoir retravailler. Dans quelle zone? Bon, j'étais enseignante. J'étais enseignante à la base, donc me réexposer devant une classe, ça m'a paru d'emblée quelque chose d'impossible à faire. Après, ne rien faire, c'était aussi impossible à faire. Donc je me suis réorientée dans un premier temps dans un travail de correctrice littéraire. Donc l'avantage, c'est que je travaillais à la maison, les éditeurs m'envoyaient les manuscrits, je jetais un œil, je corrigeais, je renvoyais tout par mail, donc j'avais pas vraiment de relations sociales, j'étais pas soumise au regard d'autrui. J'organisais mes plannings de travail un petit peu comme je le voulais, c'est-à-dire voilà, mes horaires, c'est moi qui me les fixais. Donc c'était un petit peu la facilité. Enfin, ça m'a permis de remettre un pied à l'étrier et de retrouver un sens à ma vie professionnelle dans un premier temps, avec beaucoup de facilité. Et puis depuis quelques temps, alors bizarrement, en même temps que la compétition équestre, en même temps, j'ai décidé de me remettre à la vie d'enseignante. J'ai eu la chance d'avoir une proposition que j'ai acceptée et de fait, voilà, j'ai retrouvé un travail d'enseignant. C'est une voiture automatique, oui, à la base, que j'ai fait aménager par une entreprise qui est située à Saint-Genis-Laval, qui fait tous les aménagements. Donc il m'a décalé ma portière pour pouvoir rentrer le fauteuil. Donc il m'a basculé une portière classique en portière latérale avec les commandes automatiques, accélérateur frein au pied gauche, une fourche au volant pour pouvoir clipser ma main puisque j'ai pas la motricité au niveau des doigts, et puis une petite commande pour gérer le clignotant, les feux, les essuie-glaces, sachant que j'ai de toute façon le détecteur de pluie sur la voiture, donc généralement il y a des boutons dont je me sers très peu. Ma petite place handicapée. Les aménagements étaient faits pour toi? Alors, la place de parking handicapé était déjà là quand je suis arrivée. Sauf que évidemment personne ne l'utilisait, donc maintenant elle sert à quelque chose. Et par contre, ils ont adapté une petite rampe en béton qui n'existait pas. Donc quand je suis arrivée ici, provisoirement, ils ont fabriqué en 2 temps 3 mouvements une première petite rampe en bois. Et une semaine plus tard, la dalle était coulée. Reprendre un travail d'enseignante, c'est reprendre aussi une vie sociale par rapport au travail de correctrice littéraire où effectivement je travaille mais je reste chez moi, je vois personne. Là, c'est reprendre
faire un vrai retour dans la société, quoi. Être confronté au monde professionnel, revoir des gens, avoir un rapport direct avec autrui, c'est oui, la vraie vie, quoi. Aujourd'hui, on va retravailler sur les corpus de documents, sur la thématique du langage numérique. La première heure de cours que j'ai eue avec eux, ils se sont présentés et très rapidement, je me suis présentée aussi pour les mettre à l'aise en expliquant un petit peu voilà, ce qui m'était arrivé très rapidement, mais pour qu'ils comprennent un petit peu quels étaient mes problèmes, quelles étaient voilà, mes limitations, pourquoi j'étais dans cet état-là, il faut que ce soit très clair entre eux et moi, qu'il n'y ait pas de tabou. Et puis de fait, à partir de là, ils ont posé énormément de questions sur ma vie, sur mon quotidien. Ils étaient très intéressés, très sensibilisés aux difficultés que je pouvais avoir, mes aménagements de voiture par exemple. Alors on allait faire à la récréation un tour sur le parking pour que je leur montre un petit peu voilà, qu'on peut ne pas avoir toutes ces jambes, toutes ces mains qui fonctionnent normalement, mais pouvoir quand même adapter un véhicule et être autonome et pouvoir conduire. Donc c'est vrai qu'ils étaient très intéressés par ça. Là on est dans le taxi, donc on appelle au Havre Mobifil. Donc en fait c'est un transport pour personnes en situation de handicap réservé aux gens qui habitent au Havre et à l'agglomération havraise. Donc c'est vraiment pratique parce que je paye donc une carte de bus au mois. Et en fait, ils viennent me chercher tous les matins et puis mes transports de l'après-midi aussi. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les transports réguliers. Et en plus, quand je fais des remplacements, je les appelle et puis on fixe des horaires pour qu'ils viennent me chercher. Donc, et voilà, M. Vernon est pas arrivé. Depuis 2006, je suis diplômée. Donc j'ai travaillé 3 ans et demi à l'hôpital et j'ai pris une disponibilité et ça fait maintenant 2 ans et demi que je suis en libéral et que j'interviens dans les différentes maisons de retraite du Havre et à domicile. En silence, s'il vous plaît. Oui. Mais comme ça, vous Je vous reconnais de loin, hein. connaissez mon arrivée. Tout à fait. Avec mon problème visuel, c'était le seul métier médical que je pouvais faire et j'ai toujours voulu être dans le médical. Donc, du coup, la question c'est pas posée très longtemps dans le choix de mes études et je regrette pas. Parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît, qui est varié et le contact avec les gens, c'est un métier sympathique. Ça va, Madame Séguillon ? Alors, je ne sais pas si ça m'apporte une sensibilité particulière parce que j'ai toujours exercé mon métier en étant malvoyante, donc je ne vois pas la différence avec si je ne l'étais pas. Par contre, je sais que j'ai plusieurs patients qui m'ont dit que des fois, ils aimaient bien parce que du coup, ils avaient l'impression d'être compris parce que eux, ils avaient quelque chose et que moi, j'avais quelque chose. Donc, du coup, il y avait moins une barrière face à leur handicap. Après, si ça m'aide, je sais pas. J'essaye. Il y a des petites difficultés des fois, mais ça pose pas particulièrement de soucis. Quoi les difficultés justement que tu peux rencontrer? Alors, ça m'est déjà arrivé à l'hôpital où, au premier abord, le patient, tiens, mon kiné, elle est malvoyante, c'est bizarre, ou elle doit pas être terrible. Et puis, c'est des petits a priori comme ça, et en fait, qui tombent très vite, et après, ils oublient même la première impression qu'ils ont eue, quoi. Mais de toute façon, moi, mes patients, je leur explique quasiment aussitôt mes difficultés, et après, il n'y a aucun souci. Les filles, ça roule? Ça va, Vlad. Trouver un emploi après l'accident, je dirais que dans un premier temps,
j'avais été reconnu inapte à tout travail. Et le fait d'être exclu un petit peu de la société, puisqu'on se ressent rejeté un petit peu, bon, pas rejeté, mais exclu de la société, quand tu vas en soirée, quand tu vas en machin, etc. On parle de travail, de ce qu'on a fait la semaine, de ce qui nous est arrivé, etc. Et toi, tu es là, tu écoutes, et moi, j'ai rien à dire, hein. Moi, j'ai fait le ménage à la maison, j'ai fait un peu de repassage. Non, après, voilà, je me suis réintégré dans la société et le handicap ne m'a pas fermé de porte quant à mon emploi. L'obligation pour les entreprises par rapport à l'insertion des travailleurs handicapés, c'est d'avoir 6% des salariés qui soient en situation de handicap dans l'entreprise ou que ce 6% soit aussi construit à partir de salariés en situation de handicap ou de recours à des entreprises employant des salariés handicapés. Et nous avons aussi la volonté, la vocation d'être une entreprise qui ressemble à la France, à la diversité de la France, et parmi la diversité, il y a les travailleurs en situation de handicap. Le fait de retrouver un emploi, c'est vraiment un besoin moral, puisque bon, quand vous faites rien de vos journées, bon, vous avez un handicap, donc ça vous limite physiquement, et derrière ça, moralement, vous prenez une grosse claque quand même. Donc à un moment donné, on se dit, même si la société me paye aujourd'hui mes journées, mes indemnités, etc., au bout d'un moment, non. C'est pas possible, moralement, il faut qu'on participe au quotidien. Au quotidien, et voilà, au quotidien de la société. On est obligé d'être présent. Sinon, on est qui? On est personne. Alors, les difficultés pour embaucher des travailleurs handicapés, c'est d'avoir à la fois une vraie lecture de leur handicap et donc une adaptation du poste de travail à la situation de handicap. Il ne s'agit pas de mettre les gens dans une situation de contrainte, et en même temps d'avoir une vraie exigence professionnelle normale vis-à-vis de gens qui professionnellement sont dans la capacité de fournir 100% de ce qu'on attend d'un salarié de l'entreprise. Donc il faut à la fois, et c'est presque un peu paradoxal, tenir compte du handicap et en même temps arriver à dépasser le handicap pour avoir une relation professionnelle. Ce que ça apporte à l'entreprise, ce que ça nous apporte, c'est que ça apporte aussi des exemples, des références pour beaucoup de gens, de voir des salariés qui sont dans une situation de handicap, qui vivent des choses difficiles, qui dépassent ces difficultés. Ça donne une forme de motivation et d'exemplarité à l'ensemble des salariés du groupe dans lequel ils travaillent. C'est généralement des facteurs de motivation et des facteurs de meilleure perception aussi de notre rôle dans l'environnement. Mon handicap n'est pas visuel lorsque je suis appareillé, donc je suis une personne comme tout le monde. Même au-delà, je dirais, si je peux un petit peu, avec mon état d'esprit et mon caractère, déconner sur mon handicap, ça ne dérange personne, ça fait rire tout le monde. Et voilà, c'est aussi mettre à l'aise mes collègues de mon handicap. Certains, au bout de 3 ans de collaboration, ils me disent, mais tu as quel handicap? Tu boites, mais qu'est-ce qu'il y a? Je dis, ouais, j'ai une jambe en moins. Et là, Bon, puis après, on commence à faire un petit peu l'idiot avec son appareillage. Et bon, on met tout le monde à l'aise, ça détend tout le monde. Et puis voilà, ça roule. Vladimir travaille dans un secteur qui s'appelle l'acheminement chez nous, qui est un travail sur écran, sur informatique, avec des traitements de dossiers. Et Vladimir, il est, comme tous les autres salariés de cette équipe-là, particulièrement performant dans son domaine. Il n'y a pas d'adaptation du poste de travail. Par contre, comme c'est un sportif de haut niveau, il y a évidemment une adaptation de son rythme de travail. Il est en définitive à mi-temps pour nous, puisque ça lui permet de cette manière-là de se préparer aux échéances sportives qui sont les siennes, championnat de France, championnat d'Europe, championnat du monde, et puis Jeux Olympiques. Et donc, nous, on est très fiers de pouvoir l'aider à porter les couleurs de la France, et puis aussi un petit bout de nos couleurs à nous, de RDF Pays de la Loire. J'ai eu la chance de participer aux Jeux paralympiques après une bonne année, je dirais, dans la discipline du dressage. Et j'ai obtenu une très belle 7e place, même si certains me disent « Ah ouais, 7e !» Mais pour moi, c'était une grande victoire parce que c'était aujourd'hui des personnes valides donneraient quoi pour aller aux Jeux Olympiques? Pour participer à une épreuve pendant le CSIO de la Baule. Et ben nous, on a la chance de le faire. C'est grâce aussi, comme je disais tout à l'heure,
aux personnes qui œuvrent au sein de l'association Andy qui compète. Mais voilà, aujourd'hui on est waouh, on est propulsé vers l'avant de la scène. Et là c'est voilà, c'est prenant, ça prend les tripes. C'est vrai qu'au début j'avais des réticences à rentrer dans le monde du handisport parce que j'ai toujours milité, on va dire, pour l'intégration des personnes en situation de handicap. Donc j'avais peur d'être cantonnée dans un milieu très spécifique et je me faisais peut-être une idée reçue sur le monde du handisport et en fait qui était complètement fausse. On vient faire un petit tour, c'est sympa de venir voir les sauteurs et puis de revoir un petit peu tout le monde. Le staff du CSO, etc. On voit un petit peu tout le monde qu'on n'a pas l'habitude de voir sur les carrés de dressage. J'ai trouvé que c'était une super expérience avec les différents handicaps. On a tous nos difficultés, tous nos petites astuces pour le quotidien. Et je trouvais ça, c'est très enrichissant de faire partie d'handisport sur ce point de vue-là. Beaucoup. Mal au ventre. Allez Cindy, allez. Allez. Il n'y a pas de barrage. Donc l'équipe. Le milieu du handicap, c'est quand même un milieu qui est quand même assez fermé et ouvert à la fois, puisqu'on s'ouvre quand même au grand public. On ne cache pas notre handicap, nos handicaps, elles ne sont pas cachées. On veut simplement faire voir au public lambda qu'une personne handicapée est capable d'obtenir les mêmes résultats qu'une personne valide. La fierté que j'ai aujourd'hui, mes filles me la rendent bien. Elles côtoient le milieu du handicap et elles ont un œil vers le handicap qui est neutre. Voilà, il n'y a aucune appréhension du handicap. Mes filles, comme ma femme, vont vers des personnes handicapées, plus ou moins handicapées, moteurs, cérébrales, physiques. Je pense que ça, c'est une très grande richesse pour mes filles, en tout cas sur l'ouverture au monde réel, quoi. Puisqu'il n'y a rien de pseudo là-dedans. Sur les compétitions, je crois que c'est pas une difficulté pour moi que d'être exposée au regard d'autrui. C'est un petit peu différent pour tout ce qui est justement environnement familial, amis, où là les gens ont connu ma vie d'avant, ont vécu la rupture et m'ont accompagnée dans ma nouvelle vie. Donc je pense que le regard qui me perturbe le plus, c'est le regard de ces gens-là qui m'ont connue avant et qui ont dû faire en même temps que moi la démarche de se dire « Ah ben, ça sera plus pareil, maintenant ça va être Anne, elle va être différente. » Voilà. Ce regard-là, oui, il a fallu qu'on le reconstruise ensemble. Après, par rapport aux gens qui ne m'ont pas connue avant et qui ne savent pas du tout à quoi je ressemblais avant, ni quel était mon quotidien, j'avoue que j'ai pas été confrontée à de gros soucis. Globalement, j'ai plutôt l'impression que les gens le vivent bien. Voilà, après, effectivement, on croise parfois dans la rue des gens qui ont plutôt tendance à détourner le regard parce que c'est pas toujours agréable, c'est pas toujours évident de voir une personne en fauteuil, on ne sait jamais trop comment se comporter. Mais j'allais dire, c'est un petit peu à nous, handicapés, de dédramatiser pour faire en sorte que voilà, il n'y ait pas d'angoisse parasite et que les gens ne se posent pas 50 000 questions. Je veux dire, si dans la rue, on arrive à avoir une attitude un peu normale et à limite, l'idéal, c'est de jouer de l'autodérision. Bon, au bout d'un moment, voilà, autrui se détend, donc on n'a pas de problème avec le regard des autres, quoi. Le gradin B, vos applaudissements pour Anne-Frédérique Royon et j'adore Anne-Frédérique qui totalise 69,333.
tous les jours, je me rends compte de la chance qu'on a d'être en vie parce qu'on mesure qu'on revient de loin. Donc on apprécie la vie, même si on est de fait moins exigeante, puisque dans la vie de tous les jours, je ne peux pas toujours physiquement faire tout ce que je veux. Donc on est obligé de faire des concessions. Voilà, la maison sera un petit peu moins propre aujourd'hui, la cuisine sera un peu moins bonne. Mais par contre, on apprécie vraiment beaucoup plus les choses. Donc je pense que voilà, la grosse claque qu'a été mon accident m'a aussi permis de renouer des liens avec les vraies valeurs que sont l'amitié, la famille, les relations amoureuses également. Tout ça, ça a beaucoup plus de poids aujourd'hui. J'ai l'impression d'être quelqu'un d'autre. Ça a redonné du sens aux choses, tu veux dire? Ça a redonné du sens aux choses, aux gens et tout simplement à la vie. Aujourd'hui, je me lève le matin de bonne heure, je me couche le soir tard et voilà, je vais prendre la journée, je vais prendre les heures de ma vie et profiter de mes enfants, de ma femme, le maximum. Parce que voilà, hier j'ai failli passer à côté de tout ça et qu'aujourd'hui, ben non, j'ai pas besoin de dormir à plus tard. Je ne sais pas du tout comment va évoluer mon handicap. J'espère que ça restera comme ça tout le temps. Après, de toute façon, je sais que c'est amené à baisser quand même. Enfin, non, déjà, à vieillir, on a l'acuité qui baisse. Donc, avec le problème de vie en plus, ça va forcément baisser. Et puis, de toute façon, ça ne m'empêchera pas de continuer comme je fais maintenant.